En parlant de grands rassemblements, commençons par l'attaque de Moscou. Jusqu'à présent, on nous a dit, vous savez, ISIS-K, je suppose, sont les personnes qui en sont responsables. Mais le FSB russe, l'ancien, c'est-à-dire anciennement le KGB, n'est-ce pas? Le FSB, leur chef, Alexander Bortnikov, a dit, je pense juste hier ou avant-hier, il a dit que les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Ukraine sont derrière cette attaque. Que dites-vous de cela? Il n'a pas tout à fait dit cela. Ce qu'il a dit, c'est qu'il ne pouvait pas exclure que la Grande-Bretagne et les États-Unis soient derrière l'attaque. Ce qu'il a également ajouté, cependant, c'est que les Russes ont des indications préliminaires, comme ils l'ont formulé, que l'Ukraine est impliquée. Et le point qu'il essayait essentiellement de faire, c'était que puisque l'Ukraine est si étroitement impliquée avec les puissances occidentales, et puisque les puissances occidentales ont une longue histoire de soutien au terrorisme dans toutes sortes d'endroits, il n'était pas invraisemblable que les États-Unis et la Grande-Bretagne soient impliqués d'une manière ou d'une autre également. Je ne pense pas qu'il suggérait qu'ils aient directement planifié l'attaque, mais qu'ils sont impliqués avec le genre de personnes qui font ce genre de choses et portent donc une certaine responsabilité à cet égard. Ouais. Maintenant, je pense qu'en Chine, on parle beaucoup de l'ISIS-K parce qu'on ne voit probablement pas beaucoup de discussions dans les médias occidentaux sur la question de l'Asie centrale. Donc, il y a des gens en Chine, parce que certains font également le lien avec l'Iran, qui, il n'y a pas si longtemps, a également subi une attaque terroriste, une assez grande. Et donc, l'Asie centrale est l'endroit où cela connecte l'Iran, la Russie et la Chine. C'est l'accès. Et bien sûr, ces membres de l'ISIS-K, apparemment 4 d'entre eux, viennent du Tadjikistan. Ouais. Et donc, avec ça, beaucoup de gens dans les médias chinois disent « Eh bien, c'est là qu'ils essayent de semer le trouble maintenant. » L'Afghanistan, bien sûr, est un point chaud. Je veux dire, c'est toujours un problème là-bas, et compte tenu de l'histoire avec la Russie dans le passé, donc il est possible que certains à l'Ouest veuillent provoquer quelque chose là-bas. Et je veux dire, la Russie ne commencera probablement pas un nouveau front juste à cause de cela. Mais ils ont dit qu'ils n'ont jamais vraiment arrêté de provoquer des choses en Asie centrale. Pensez-vous qu'il y ait des éléments de cela aussi? Non, c'est absolument vrai. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Maintenant, bien sûr, la chose concernant ISIS et ISIS-K, c'est que ce sont des organisations qui adoptent ces noms et elles se déplacent et changent et toutes sortes de personnes se chevauchent les unes avec les autres et on ne sait pas vraiment exactement qui est quoi et ce qu'ils font. Mais je ne pense pas que quiconque qui n'est pas pleinement partie du système occidental, en d'autres termes, la plupart des gens ne nieraient pas, seraient d'accord en fait que l'Occident a été fortement impliqué avec toutes sortes de groupes violents en Asie centrale. Rappelez-vous, dans les années 1980, il parrainait une insurrection islamique contre le gouvernement en Afghanistan qui était soutenue par les Soviétiques. Et il y avait une guerre là-bas. Cela n'est même pas contesté. Ainsi, ils ont été fortement impliqués avec tous ces groupes pendant très très longtemps et continuent de l'être. Il est également vrai que les États-Unis en particulier, mais aussi d'autres puissances occidentales, la Grande-Bretagne sans aucun doute, ont pris un très grand intérêt pour l'Asie centrale. Il est difficile de comprendre pourquoi. Tout d'abord, cette région regorge de ressources. Mais deuxièmement, elle se trouve à la charnière entre le continent eurasien, et c'est là que la Russie et la Chine se rencontrent et où elles deviennent amies. Pendant très longtemps, les puissances occidentales ont essayé de jouer les Russes et les Chinois l'un contre l'autre en Asie centrale. Je veux dire, j'ai vu cela. J'ai effectivement assisté à des réunions où j'ai vu des porte-paroles et des officiels occidentaux dire aux Russes « Ne vous inquiétez-vous pas du fait que les Chinois entrent en Asie centrale et s'y établissent, vous et Vincent.
c'était votre ancienne sphère d'influence. Cela vous montre à quel point la Chine est un pays peu amical envers vous. Et vous pouvez voir les Russes assis et écoutant, disant « Vous savez, nous avons tout réglé. Nous savons ce que nous faisons. Nous avons arrangé ça avec les Chinois. Ils ont leurs zones d'intérêt et nous avons les nôtres et elles sont complémentaires. » Donc j'ai réellement vu ces échanges. Ainsi, l'Occident a tenté de monter les Russes et les Chinois les uns contre les autres en Asie centrale et a échoué. Et bien sûr, elle évalue les gouvernements en Asie centrale comme étant relativement fragiles et a été désireuse de provoquer des troubles, des insurrections et des révolutions de divers types là-bas, parce qu'ils espèrent que de cette manière, cette région critique deviendra déstabilisée et les Russes et les Chinois auront toutes les peines du monde à essayer de contrôler et d'éteindre les incendies en Asie centrale et à y maintenir leur contrôle. Donc, il y a aussi cela. Et vous savez, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est largement contesté. Vous trouverez des gens en Occident pour le contester, mais c'est vrai. Cela est également en partie lié à ce qu'ils font dans des endroits comme la région du Xinjiang en Chine. Je veux dire, c'est la même stratégie et le même récit. Donc absolument, l'ISIS-K n'existait pratiquement pas avant. Presque personne n'en avait entendu parler jusqu'à il y a quelques années. Et puis soudainement, cela est apparu précisément au moment où il était clair que les talibans allaient gagner en Afghanistan et que l'Afghanistan allait repousser les Américains et que les talibans chercheraient de l'aide auprès de la Chine et de la Russie. Donc à ce moment-là, soudainement, nous avons ISIS-K qui apparaît sur la scène, menant une sorte d'insurrection en Afghanistan contre les talibans. Et bien sûr, il est également présent au Tadjikistan, que beaucoup de gens considèrent comme le plus vulnérable de ces pays parce qu'il est très pauvre. Et donc cette stratégie de déstabilisation et de tension en Asie centrale existe réellement. Comme je l'ai dit, quiconque connaît un tant soit peu la région peut le voir. Donc les commentateurs chinois qui ont dit cela ont absolument raison. Oui, je pense que c'est en partie à cause de ce que vous avez dit à propos de la partie du Xinjiang, n'est-ce pas? Cela s'inscrit dans tout cela, oui. En Asie centrale, ils essaient souvent de provoquer quelque chose au Xinjiang, et le gouvernement chinois est très prudent et attentif à cela. Dire juste ISIS, je ne vois pas l'objectif s'ils sont les seuls à le faire. Je veux dire, quel est leur but? Pourquoi voudraient-ils soudainement faire quelque chose comme ça, se faisant de la Russie, un pays très puissant, leur ennemi? Je ne vois pas le but là-dedans. D'autre part, les rumeurs selon lesquelles Victoria Nuland a été partiellement écartée parce qu'elle planifiait cela, avec quelqu'un même au département d'État pensant que cela allait trop loin. Et elle a aussi dit qu'il y aurait de belles surprises en réserve. Tout comme avant, ils ont fait quelque chose à Nord Stream, n'est-ce pas? Ils l'ont dit plusieurs fois. Donc parfois, il suffit de prendre leur parole pour argent comptant, je suppose. Oui. Donc ma question est, qui a le plus de motivation? D'accord. Eh bien, commençons d'abord par la motivation et la motivation de l'ISIS. Maintenant, le récit en Occident est que la Russie agit comme une sorte de garant de sécurité en Asie centrale, le faisant avec la compréhension des Chinois. Les Chinois sont également là, mais les Russes sont principalement là parce qu'ils ont de longues connexions historiques avec les forces de sécurité locales remontant à l'époque soviétique. Et c'est pourquoi cette attaque s'est produite, parce que l'ISIS-K veut d'une certaine manière pousser les Russes hors de l'Asie centrale, faire douter les Russes que l'Asie centrale en vaut la peine et créer des problèmes au sein de la Russie. Il y a un grand nombre de travailleurs invités d'Asie centrale travaillant en Russie, en particulier du Tadjikistan. Et voici la stratégie. Créer des tensions entre Russes et Asiatiques centraux. Effrayer les Russes hors de la région et ensuite, bien, vous pouvez vous en prendre aux Chinois.
C'est la réflexion. D'autres, et je dois dire, je pense que c'est probablement une partie de la vérité, pensent que c'est juste une affaire commerciale, que l'EIK prend de l'argent et organise des événements terroristes comme celui-ci parce qu'ils sont payés pour le faire. Et j'ai une source plutôt importante qui m'a dit exactement cela. Il dit que l'EI, depuis que son califat en Irak et en Syrie a été détruit, a essentiellement perdu son but idéologique et est maintenant devenu essentiellement une sorte d'opération de gangster. Et je pense que cela est probablement vrai. D'ailleurs, cela ne me surprendrait pas le moins du monde. Mais il pourrait y avoir diverses motivations en jeu, mais la motivation financière n'est pas, je pense, invraisemblable. Les autres idées semblent très compliquées. Vous savez, jouer les Russes contre les Asiatiques centraux, ce genre de choses. Je ne suis jamais allé en Asie centrale moi-même. Mais si vous allez à Moscou, vous voyez beaucoup de gens de l'Asie centrale là-bas. Et ils font absolument partie du paysage culturel et démographique. On n'a pas l'impression qu'il y ait une tension significative entre eux et les Russes. Il fut un temps, je me souviens, où un groupe tadjik avait pris le contrôle des taxis de Moscou. Cela avait été plutôt mal vu, mais c'est à peu près le pire que j'ai jamais connu. Donc vous savez, je ne pense pas que cette stratégie fonctionnera, en fait. En fait, je vais aller plus loin. Je vais dire que si vous parlez des communautés d'Asie centrale à Moscou, elles voudront empêcher que quelque chose comme cela se reproduise. Et si elles apprennent que certaines personnes d'Asie centrale complotent de telles choses à Moscou, elles sont peut-être les plus susceptibles de toutes d'alerter les autorités. Donc je veux dire, c'est mon impression personnelle. Je tends à penser que la motivation financière est probablement la plus grande partie de cela. Maintenant, cela pourrait en partie être une tentative d'attirer l'argent arabe. Certaines personnes au Moyen-Orient n'aiment pas la Russie pour toutes sortes de raisons, en Syrie, en Irak, peu importe. L'ISIS pourrait vouloir montrer à divers grands bailleurs de fonds au Moyen-Orient qu'il est toujours une force et peut faire ces choses. Mais bien sûr, il y a aussi la possibilité qu'il fasse ces choses pour, vous savez, l'intérêt des gouvernements occidentaux et tout ça. Je veux dire, je ne sais pas si c'est le cas, mais ça ne me surprendrait pas. Maintenant, à propos de Nuland. La chose la plus intéressante à dire à son sujet est que, bien sûr, depuis qu'elle a quitté le département d'État, elle n'a fait aucune déclaration du tout. Elle n'a donné aucune raison pour son propre départ. Et il y a eu beaucoup de controverses sur la raison pour laquelle elle est partie. Je suis sûr dans mon esprit qu'elle a été poussée vers la sortie. Je pense vraiment que de plus en plus de gens à Washington commençaient à penser qu'elle était hors de contrôle et devenaient très mécontents de certaines des choses qu'elle faisait. Et elle est allée à Kiev, comme vous le dites à juste titre, et a tenu cette conférence de presse extraordinaire, dans laquelle elle a dit que les Russes pouvaient s'attendre à de belles surprises, ce qui est une chose inquiétante à dire. Et je pense que certaines personnes à Washington ont dit « ça suffit, tu dois partir », et l'ont essentiellement escorté hors des lieux ou quelque chose du genre. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé. Que cela se soit étendu à son implication avec toutes ces personnes terribles, comme l'ISIS-K, et qu'elle ait eu des contacts avec eux, ce que je pense d'ailleurs, si elle voulait avoir des contacts avec eux, elle a probablement des amis dans les agences de renseignement qui pourraient l'arranger. Je dis ça, je dis rien, mais qu'elle l'ait fait, bien sûr, je ne sais pas. Maintenant, cela me surprend un peu, la sécurité à Moscou, parce que la sécurité à Pékin est beaucoup plus stricte, je pense. Parfois, il y a une autre discussion dans les médias chinois. Y a-t-il trop de sécurité? Mais quand des choses comme cela arrivent, alors beaucoup de gens disent que c'est toujours nécessaire. Maintenant, particulièrement si vous allez à Pékin,
C'est strict comparé à d'autres parties de la Chine, comme sur la place Tiananmen, juste au milieu. Quand vous sortez du métro, pour entrer dans le métro, vous devez passer par la sécurité. Ils fouillent vos sacs et tout ça. Et puis quand vous sortez vers la place Tiananmen, dans cette zone générale, ils vérifient toujours. Ils scannent réellement votre pièce d'identité, ou pour les étrangers, ils scannent votre passeport. Et vous n'avez pas réellement besoin d'apporter votre passeport. Une photo de passeport suffit. Ils veulent juste le scanner. Donc, il y a beaucoup de sécurité. Mais il semble que la Russie, ou du moins Moscou, n'en fait pas autant. Est-ce que ça vous surprend un peu? D'accord, oui. Cela m'a surpris, pour être honnête. Maintenant, je dois dire que, encore une fois, si vous allez au centre de Moscou, à la place Rouge, au Kremlin, dans les environs, je veux dire la sécurité y est extrêmement stricte. Vous voyez beaucoup de caméras de surveillance et beaucoup de gardes. Et il y a des gens dans le métro qui vérifieront vos bagages et toutes sortes de choses. Maintenant, Krasnogorsk, qui est une banlieue de Moscou où ça s'est passé, ressemble plus à une ville séparée. C'est à une certaine distance et loin du centre. Je n'y suis jamais allé moi-même. Néanmoins, c'est Moscou. Et il y a là une importante usine de l'industrie militaire qui fabrique des équipements optiques pour l'armée russe. Je veux dire, des équipements optiques avancés. On s'attendrait donc à ce qu'il y ait des gardes et une protection sur place. Cela peut ne pas être au centre de Moscou, mais c'est relié au centre de Moscou par le métro. C'est l'un des endroits de banlieue, je pense que c'est le seul endroit de banlieue comme ça, qui a en fait une station de métro qui le relie au système de métro dans son ensemble. Donc clairement, il y a eu une grave faille de sécurité. Si vous allez dans les médias russes, ils se plaignent de cela. Ils se plaignent encore de cela. L'un des journaux russes s'est rendu dans divers lieux plus tôt aujourd'hui, cherchant à découvrir à quoi ressemblait la sécurité sur place. Ils ont rapporté qu'au lieu de jeunes hommes appropriés, capables de gérer les problèmes de sécurité, ils ont trouvé de vieux retraités et des gens de ce type. Cela n'a pas été pris très au sérieux. Donc c'est en fait, je pense, un sujet de discussion assez important en Russie même. Donc comme je l'ai dit, au Kremlin, la zone autour, pas juste le Kremlin, mais les parties de Moscou que nous connaissons tous par les films, là, comme je l'ai mentionné, la sécurité est très forte. Mais dans ces banlieues éloignées, ce n'est pas le cas. Et bien sûr, les autorités devraient vraiment considérer cela et envisager de renforcer le contrôle là-bas également. Peut-être que c'est la raison pour laquelle ils ont choisi cet endroit. Ils savaient qu'au cœur de Moscou, ce serait difficile. Alors, ils ont choisi cet endroit avec une salle de concert dedans. D'après ce que je comprends, c'est comme un centre commercial. Ce n'est pas juste la salle de concert en elle-même, c'est un centre commercial. Donc, il y a beaucoup de gens, y compris cette salle de concert. Donc, ça pourrait faire la raison pour laquelle ils l'ont choisi, non? Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute à ce sujet. Je pense que c'est exactement pourquoi ils ont choisi cet endroit. Et encore une fois, je tiens à souligner que je n'ai jamais été ici. Jusqu'à vendredi, je n'avais jamais entendu parler de cet endroit. Mais mes contacts à Moscou m'ont dit que c'est un immense complexe. C'est un complexe significatif de divertissement et de loisirs. Et c'est l'un des endroits les plus importants pour les concerts et les scènes de musique populaire. Donc, vous savez, quand les grands groupes, bien sûr, les grands groupes occidentaux ne vont plus à Moscou, mais la Russie a ses propres groupes. Quand les grands groupes veulent jouer et que vous voulez des milliers de personnes qui viennent, et que vous le voulez dans un environnement fermé, pas en plein air. C'est désormais un lieu naturel où aller. Donc, étant donné cela, j'aurais pensé, ils voudraient s'assurer que cet endroit était sûr, et ils ne l'ont pas fait. Et cela représente clairement une faille de sécurité.
Vous savez, la chose concernant la Russie et mon sentiment à ce sujet est qu'elle est plus comme ça que la Chine. La Russie est extrêmement centralisée, je veux dire très très centralisée. Donc vous savez, si la personne en charge globale ne donne pas l'ordre, rien ne se passe. Si la personne en charge donne l'ordre en disant, vous savez, nous devons sécuriser cette zone, elle sera sécurisée et très efficacement. Je veux dire, en réalité, contrairement à ce que les gens disent, les Russes, d'après mon expérience, sont très efficaces. Mais ça fonctionne vraiment de manière descendante. C'est vraiment la culture. Autrement, sans cette direction centrale, il ne se passe pas grand-chose. Et je pense que c'était le cas ici. Je suis sûr que cet endroit va maintenant être envahi. Je pense que ce qui va se passer au cours des prochains jours, c'est qu'il va y avoir des réunions, probablement pas au Kremlin, mais à la Loubianka, le quartier général du FSB. Ils vont rassembler les gens en scène, parler aux chefs de la police locale dans ces endroits, parler à toutes les différentes agences de sécurité privées, dont il y en a beaucoup à Moscou. Et il va y avoir une mise à niveau radicale de la sécurité à partir de maintenant. Pensez-vous que d'autres vont arriver? Y a-t-il d'autres événements de ce genre? Je veux dire, même avec la meilleure sécurité, il est toujours très difficile de tout contrôler, n'est-ce pas? Donc, ma question est, pensez-vous qu'il y aura d'autres arrivées? Au moins d'autres tentatives? Oui, plus de tentatives, définitivement. Et vous savez, pour une chose, ils ont exposé leur manque de sécurité. Mais allant au-delà de cela, je pense que d'une manière étrange, ça va rendre plus difficile de refaire cela, parce que la sécurité sera renforcée. Et revenant à ce que j'ai dit avant, je pense que la population d'Asie centrale, et vous savez, c'est une communauté très connectée. Je veux dire, il y a des contacts communautaires et toutes sortes de choses qui se passent au sein de celle-ci. Ils ne voudront pas que leur vie à Moscou soit perturbée. Je veux dire, leurs salaires sont beaucoup plus élevés selon leurs standards pour être à Moscou. Ils envoient de grosses sommes d'argent à leurs familles restées au pays. Ils ne voudront pas perturber cette situation très lucrative pour eux-mêmes en la faisant perturber par des gens de ce genre. En général, je pense que le public en général souhaite la paix, vous savez, la sécurité, ce genre de choses. Parce que au Xinjiang, lorsque les attaques terroristes ont eu lieu en 2013, la plupart des victimes étaient des Ouïghours. Vous savez, c'est ce que les médias occidentaux ne disent pas aux gens. Vous savez que ces attaques visaient la population ouïghour, les gens qui y vivent. Et donc, pour la majorité des Ouïghours dans la région du Xinjiang, ils ne soutiennent définitivement pas ce genre de choses, même s'ils peuvent avoir des plaintes ici et là, et qui ne les a pas, n'est-ce pas? Nous avons tous des plaintes concernant notre gouvernement à propos de quelque chose. Quelque chose. Mais cela ne signifie pas qu'ils soutiennent ce genre de comportement terroriste violent. Je pense que la majorité des gens détestent cela. Je suis absolument sûr que vous avez raison. Je veux dire, je ne savais pas cela spécifiquement à propos du Xinjiang, mais cela a tout à fait du sens pour moi. C'était exactement la même situation dans le Caucase du Nord. Vous vous souvenez, dans les années 1990 et 2000, il y avait une guerre d'insurrection là-bas, des mouvements terroristes djihadistes, Al-Qaïda et compagnie, étaient très établis dans le Caucase du Nord, en Tchétchénie et ailleurs. Et les populations locales les détestaient. Elles ne les voulaient absolument pas. Il y a eu un incident particulier qui s'est produit en 1999, dont je me souviens encore, lorsque des combattants djihadistes de Tchétchénie ont tenté d'entrer dans une région voisine appelée Daghestan. Et les gens du Daghestan, qui sont tous armés, c'est une partie de la culture, les gens se sont soulevés pour rejoindre des groupes de milices afin de les chasser parce qu'ils ne voulaient absolument pas les voir au Daghestan. Et en même temps, d'ailleurs, c'était aussi vrai en Syrie.
Ils ne veulent pas voir des gens comme ça. Parce que, absolument, comme vous le dites à juste titre, la plus grande violence que ces personnes exercent est envers les communautés qu'ils disent vouloir libérer. Et ce que les gens veulent, c'est un gouvernement paisible, ordonné, légal, qui leur apporte réellement quelque chose. C'est vrai dans la région du Xinjiang, dont je n'ai absolument aucun doute. C'est vrai d'ailleurs au Tibet. Je viens juste d'écouter Ian Duncan Smith, l'un de nos députés britanniques particulièrement dérangés, parler du Tibet. C'est vrai en Afghanistan également. C'est vrai dans le Caucase du Nord. Et bien sûr, c'est vrai dans la région du Xinjiang. Maintenant, concernant la guerre en Ukraine, j'ai lu il y a juste une semaine que la Russie a averti la Roumanie à propos de la construction de la plus grande base militaire de l'OTAN. Pourquoi la construisent-ils maintenant? Clairement, tout le monde est d'accord, même Washington, que cette guerre ne durera pas très longtemps. Je veux dire, ils la prolongent autant qu'ils le souhaitent, je suppose, après les élections de novembre. Mais tout le monde peut voir que ça se termine. Mais en même temps, ils construisent la plus grande base militaire de l'OTAN. Donc il me semble qu'ils se préparent pour presque comme la menace post-guerre, étant hostile envers la Russie. Est-ce que c'est le but de cette plus grande base militaire en Roumanie? Je pense absolument que c'est exactement de cela qu'il s'agit. Vous avez tout à fait raison. Discrètement, en privé, il existe maintenant un consensus dans les principales capitales occidentales, Londres, Washington, Berlin, que la guerre est perdue, que les Russes vont gagner, que les tentatives d'infliger ce qu'ils appellent une défaite stratégique à la Russie en Ukraine ont échoué. Ils cherchent donc maintenant le plan suivant. Le plan A était de détruire la Russie avec des sanctions. Cela a échoué. Le plan B était de provoquer une défaite militaire de la Russie en Ukraine. Cela a également échoué. Le plan C consiste à démarrer une insurrection contre la Russie dans ce qu'ils appelleront bien sûr l'Ukraine occupée. Et je pense que c'est ce que cette base représente. Il s'agit de former des gens. Il s'agit d'essayer de peut-être occuper la Moldavie, une région majoritairement francophone qui faisait partie de l'Union soviétique, qui est maintenant un État indépendant, et qu'ils essayent très activement d'intégrer au système de l'OTAN. Donc je pense qu'ils veulent faire cela. Mais je pense qu'ultimement, le plan est d'essayer de, comme ils disent, embourber les Russes en créant une insurrection en Ukraine. Et ils ont besoin de bases pour entraîner les insurgés et pour leur fournir une sorte de protection et de bouclier. Et c'est à cela que sert cette base en Roumanie. Maintenant, si tout le monde est d'accord pour dire que la guerre ne durera pas très longtemps, pourquoi l'Ukraine ne négocie-t-elle pas? Ne commence-t-elle pas, vous savez, une sorte de reddition? Je suppose que nous ne devrions pas utiliser le mot reddition, mais essayer de négocier avec la Russie. Parce qu'au fil du temps, j'ai juste l'impression que chaque jour, l'accord qu'ils obtiendront demain ne sera pas aussi bon que l'accord qu'ils obtiennent aujourd'hui. Ai-je raison? Vous avez absolument raison. Je veux dire, je pose cette question tous les jours dans mes vidéos, la vidéo que j'ai faite pour mon programme, ma chaîne aujourd'hui. J'ai posé cette même question. Je veux dire, chaque jour, la situation militaire se détériore. Il y a eu beaucoup de nouvelles aujourd'hui sur la manière dont les choses se passent. Vous savez, la deuxième plus grande ville, Kharkiv, n'a pas d'électricité. De plus, des bombardements ont lieu partout. Les bombardements ont lieu partout. Les Russes avancent sur les champs de bataille critiques. Pourquoi continuent-ils cette guerre? Et vous savez, récemment, nous avons eu Henry Kissinger. Il essayait à nouveau de faire comprendre aux Ukrainiens que dans leur propre intérêt, ils doivent s'asseoir et commencer à parler avec les Russes. Et le pauvre homme. La réponse qu'il a reçue des Ukrainiens était un commentaire incroyablement injurieux d'un haut fonctionnaire ukrainien qui, peut-être pour cette raison, a été limogé hier.
Mais je veux dire, c'était juste incroyable ce que cet homme a dit. Maintenant, au fait, cet homme s'appelle Alexei Danilov. Certains suggèrent que c'était à cause de l'attaque du Crocus City Hall et qu'il est d'une certaine manière impliqué dedans. Personnellement, je crois plutôt que c'est à cause de ce commentaire qu'il a fait sur Liwei. Je pense qu'il y a encore assez de personnes saines d'esprit à Kiev pour réaliser qu'insulter la Chine et son représentant de cette manière est une grave erreur. Donc je pense que c'était la raison pour laquelle il a été renvoyé. C'est mon avis personnel. Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec le Crocus City Hall. Mais le fait est que globalement, les Ukrainiens n'acceptent pas, ils n'écoutent pas. Et personnellement, je ne comprends pas pourquoi. Je veux dire, il se peut que certaines de ces personnes aient une sorte d'ambition d'atteindre une mort héroïque ou quelque chose du genre. Je veux dire, vous avez ce genre de pensée. Parfois, cela pourrait s'implanter. Il se pourrait que certains d'entre eux soient effrayés, comme certains des extrémistes autour d'eux pourraient penser qu'ils sont déloyaux envers la cause, ils seront eux-mêmes ciblés. Il pourrait également s'agir de raisons financières. Je suis désolé de paraître très cynique ici, pour vouloir continuer cela parce que tant que cela continue, une aide financière vient de l'Occident qui peut être blanchie dans des comptes aux Bahamas, aux îles Turques et Caïques, à l'île de Man et quoi que ce soit. Et quand les choses se dégradent vraiment, alors vient peut-être le moment où ils peuvent s'enfuir et obtenir leur retraite luxueuse dans ces endroits. Je ne sais pas dans quelle mesure les Chinois sont conscients de cela, mais une dynamique similaire s'est déroulée au Vietnam, à savoir que même lorsque les choses ont commencé à se dégrader au Sud-Vietnam, il y avait diverses personnes qui disaient aux Sud-Vietnamiens « Vous devez commencer à négocier. Vous devez accepter que vous allez perdre cette guerre. » Et cela n'a jamais été entièrement confirmé, mais je crois que c'est vrai, qu'il y avait des approches faites par Zhou Enlai à cette époque, qui était toujours un homme à la recherche de solutions. Et il disait essentiellement aux Sud-Vietnamiens « Vous savez, c'est le moment d'accepter que vous allez perdre la guerre et d'essayer de trouver un mécanisme par lequel vous pouvez atteindre une fin civilisée et ordonnée. » Et le leadership sud-vietnamien, qui était totalement corrompu et extrêmement violent, a complètement rejeté tous ces conseils jusqu'au jour où Saigon est tombé. Ce n'est que ce jour-là, finalement, qu'ils ont communiqué qu'ils étaient prêts à parler, littéralement le jour où Saigon est réellement tombé, juste avant que les chars nord-vietnamiens n'arrivent au palais présidentiel à Saigon. Donc c'est quelque chose comme la même dynamique, mais nous pouvons décrire cela. Cependant, en tant que personne raisonnable, je ne pense pas que nous puissions pleinement comprendre la pensée ici. Pour vous, pour moi, et pour d'autres personnes raisonnables comme Li Hui, il est évident qu'ils doivent parler, mais pour une raison quelconque, ils ne semblent tout simplement pas être capables de le faire. Pensez-vous que certaines personnes, y compris certaines aux États-Unis, sont tout simplement plus à l'aise dans les conflits, dans les guerres? Comme si une fois que tout est paisible, ils ne savent pas quoi faire. Je veux dire, parfois dans les écoles, vous savez, il y a ces brutes comme ça, n'est-ce pas? Ils veulent semer le trouble. C'est là qu'ils sentent qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils n'aiment pas que les choses soient calmes et que tout le monde se comporte bien. Ne pensez-vous pas qu'il y a des gens comme ça? Non, je pense que vous avez mis le doigt sur un point extrêmement perspicace. Je pense que vous avez absolument raison. Si vous lisez beaucoup de commentaires, les articles qui sont écrits, vous savez, pas dans la partie des médias américains que la plupart des gens lisent, ou les chaînes de télévision, ou des endroits comme The New York Times ou The Washington Post, mais le genre de journaux de politique étrangère dont il y en a beaucoup à Washington.
Vous avez absolument l'impression que ces gens cherchent constamment la bagarre, qui veulent absolument créer de la violence et de la guerre et du chaos partout où ils le peuvent, qu'ils ne veulent pas d'un monde ordonné, paisible et harmonieux, parce qu'ils pensent que dans un monde comme ça, les États-Unis ne peuvent pas être dominants. Et au-delà de cela, je pense que vous avez tout à fait raison. À un niveau psychologique profond, ils le veulent ainsi. Je veux dire, ils sont devenus, vous savez, habitués à la violence et au conflit. Et un monde où cela n'existe pas leur semble d'une certaine manière vide. Gardez à l'esprit que toutes ces personnes croient qu'elles ne seront jamais tenues pour responsables de tout cela. Donc je veux dire, la soif de sang, la violence de certaines de ces personnes est vraiment incroyable. Et je fais de temps en temps des interviews avec le professeur Mearsheimer. Il m'a fait exactement le même point. Il a dit, vous savez, on ne peut pas exagérer à quel point certaines personnes dans l'établissement de la politique étrangère sont confrontationnelles, violentes et belliqueuses. Ouais. Et ces derniers jours, je regardais Le problème à trois corps. Je ne sais pas si vous avez regardé Le problème à trois corps. C'est très intéressant. Maintenant, le grand thème là-dedans, c'est cette ferme de dindes, n'est-ce pas? Les dindes sont nourries tous les jours à 11 heures. Et donc, il y a une dinde. Parmi les dindes, il y a des scientifiques qui croient, d'accord, à 11 heures, on est nourri. Mais ensuite vient le jour de Thanksgiving, le fermier arrive. Et ce jour-là, il n'y a pas de nourriture. À 11 heures, toutes les dindes ont été tuées. D'accord. Et en fait, je pense que dans le monde réel, dans notre géopolitique, il y a des gens qui aiment simplement être le fermier. Pour nous, tous les gens ordinaires, ukrainiens, russes et même américains, nous sommes juste des dindes. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui aiment simplement être l'éleveur de dindes, je pense. C'est la psychologie. Vous avez raison. Cela leur donne un énorme sentiment de puissance. Cela les fait se sentir comme des dieux qui peuvent jouer à être dieux dans la vie des autres. Et la manière dont ils parlent d'autres pays, que nous devons faire ceci là-bas et cela là-bas, et forcer ce pays à changer. Je veux dire, ils jouent à être dieux tout le temps, et ils y sont accros. Ouais, en parlant de ça, je veux aussi te demander à propos de Macron. Pourquoi est-il si en colère contre la Russie? Est-ce que cela a un rapport avec le fait que ces trois pays africains, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont repoussé les Français? Cela a vraiment mis Macron en colère et il a blâmé les Russes pour cela. C'est ça? Eh bien, c'est ce que croit Poutine. Nous savons qu'il le pense, car il a eu une longue interview avec un journaliste russe nommé Dmitri Kiselyov, dans laquelle il parlait de Macron. Et il disait que cela se résume essentiellement à ceci. Il est très en colère contre le fait que l'Afrique de l'Ouest se retourne contre la France et il en blâme la Russie. Et, vous savez, apparemment, Poutine a eu des discussions avec Macron à ce sujet. Donc Macron, regarde, ce n'est pas quelque chose que nous avons cherché à faire. Ce sont les Africains qui ont fait ça. Je veux dire, ils en ont assez de toi pour une raison ou une autre. Et ils te demandent de partir et ils viennent vers nous. Et c'est tout ce que c'est. Je veux dire, nous n'avons pas un genre de grand plan pour te chasser de l'Afrique de l'Ouest. Mais Macron, apparemment, n'acceptera pas cela et ne le croira pas. Il est extrêmement en colère contre les Russes à cause de cela. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a soudainement changé et est devenu si en colère et hostile envers les Russes en général. Je pense qu'avec Macron, il y a beaucoup de choses en jeu. Premièrement, sa position politique en France devient très difficile. Il y a des élections au Parlement européen qui approchent. Son parti est censé faire très mauvaise figure. Le parti de Marine Le Pen est censé rafler la mise. Il a une relation très difficile avec Olaf Scholz, qui est le chancelier de l'Allemagne. Apparemment, c'est une affaire personnelle.
Scholz et Macron ne s'apprécient tout simplement pas. Et donc il veut s'affirmer face à Scholz. Il veut également se positionner d'une certaine manière comme étant supérieur aux Allemands, en adoptant une ligne encore plus agressive contre la Russie que celle des Allemands. Il y a aussi l'opinion selon laquelle il essaie à la fois d'impressionner la Russie et en même temps d'irriter les États-Unis, parce que, apparemment, les États-Unis ne veulent pas envoyer de troupes en Ukraine de la manière dont Macron en parle. Et ils ne veulent pas voir les Français envoyer des troupes en Ukraine. Il y a un article à ce sujet dans Bloomberg aujourd'hui que les Américains sont réellement en colère contre Macron à propos de tout cela. Je ne peux m'empêcher de penser que le problème ultime avec Macron est la vanité. Il est un homme très vaniteux. Et je pense qu'il a l'impression que toutes sortes de décisions se prennent sans lui. Que vous savez, les Allemands, les Américains, les Russes sont tous impliqués et pas lui. Et il a fait cette grande démarche afin que tout le monde parle de lui. Et vous savez, je veux dire, je suis sûr que nous avons tous les deux rencontré des gens comme ça. Et je pense que c'est finalement au fond de cela qu'il s'agit. Il se peut qu'ils se disent que c'est à propos de l'Afrique, c'est à propos des Américains, c'est à propos des Allemands, c'est à propos des Russes et c'est à propos des Ukrainiens. Mais je soupçonne qu'à un certain niveau, ce ne sont que des rationalisations. C'est juste une recherche d'attention. Ouais, c'est intéressant que vous parliez de sa relation avec Scholz. Les médias chinois ont également eu des discussions à ce sujet. Il y a quelques semaines, je pense qu'ils ont eu une réunion à Paris pour discuter de la situation en Ukraine, n'est-ce pas? Et c'était lors de cette réunion, je pense qu'il a parlé de troupes sur le terrain. Cela a choqué tout le monde. Mais apparemment, avant la réunion, ils avaient eu une conversation. Et dans cette conversation, apparemment, selon les médias chinois, Scholz a accusé les Français de ne pas en faire assez en termes de montant d'argent donné, vous savez, le soutien, l'aide. Je crois que le chiffre pour l'Allemagne est de genre 18 milliards ou quelque chose comme ça, et la France est seulement à 600 millions. La France, quant à elle, a vendu beaucoup d'armes militaires, etc., réalisant ainsi des bénéfices. Donc, je suppose que les médias chinois disent que la conversation ne s'est pas très bien passée, que Macron était très en colère. Peu après, ils ont eu la réunion et puis il a commencé à parler de troupes au sol, donc il s'est mis en défense à cause de cela. Les médias chinois ont également mentionné qu'il, comme tout le monde, sait que cette guerre se termine. Il doit être actif pour pouvoir jouer un rôle plus important dans les négociations d'après-guerre. Cela pourrait aussi être un élément. Qu'en pensez-vous? Les Russes pensent la même chose d'ailleurs. Ils croient également que d'une manière compliquée, Macron essaye de gagner de l'influence pour pouvoir se poser en tant que médiateur, efficace, courtier, négociateur lorsque la guerre se terminera. Ça ne va pas fonctionner parce que les Russes ne lui font pas confiance et ne l'aiment pas. Mais je veux dire, il y a beaucoup de commentaires à ce sujet en Russie. Donc je pense que c'est absolument correct. Maintenant, je dois dire, et c'est intéressant parce que c'est intéressant que les médias chinois nous parlent de cette dispute entre Macron et Scholz concernant l'aide. Parce que j'en ai entendu parler, mais je n'avais jamais vu ces chiffres auparavant. Et je suis assez sûr qu'ils sont corrects, parce qu'ils correspondent très étroitement à ce que j'entends aujourd'hui. Mais je ne savais pas que la différence était à ce point marquée. Et je peux imaginer que Macron serait extrêmement en colère d'être, vous savez, exposé, pointé du doigt par Scholz de cette manière. Et cela pourrait être en fait ce qui l'a poussé à changer d'avis. Donc encore une fois, c'est un homme compliqué. Si vous d'ailleurs lisez ses discours ou son discours, je veux dire, ils sont remplis d'arguments intelligents, astucieux, compliqués, qui ne mènent nulle part. Je veux dire, c'est le problème.
Cela d'ailleurs, juste pour dire, il est très français. Je veux dire, il y a un certain type de français, je ne sais pas si tous les français sont comme ça, mais il y a un certain type d'intellect français qui est comme ça. Tout est apparence et forme et élégance et sophistication et subtilité. Mais quand vous essayez réellement de le coincer sur quelque chose, il n'y a rien là. Les Russes sont arrivés à cette conclusion, d'ailleurs, encore en 2022, quand ils venaient tout le temps à Moscou, leur disant « Non, non, nous ne devons pas commencer cette guerre. Nous pouvons trouver toutes sortes d'idées merveilleuses. » Et puis ils demandaient « Quelles sont ces idées ?» Et ils n'étaient vraiment pas capables de répondre. Donc c'est un homme très compliqué. Mais la clé le concernant est la vanité. Et s'il a été interpellé par les Allemands, alors je peux tout à fait voir pourquoi il aurait réagi de cette manière, en essayant de montrer aux Allemands, eh bien en fait, vous savez, je suis la personne qui est vraiment capable de faire un pas en avant et de prendre les commandes. Et tout ce que vous faites, c'est juste donner beaucoup d'armes qui se consument sur les champs de l'Ukraine. Oui, c'est exact. Donc, c'est une bonne nouvelle que le Conseil de sécurité de l'ONU ait finalement adopté une résolution pour un cessez-le-feu immédiat. En réalité, ce n'est pas un cessez-le-feu immédiat, si vous le lisez attentivement, pour que les États-Unis ne votent pas contre, parce qu'en fin de compte, les États-Unis se sont juste abstenus, n'est-ce pas? Donc, ils ont en fait changé le libellé de cessez-le-feu permanent à cessez-le-feu durable, ce qui pour moi n'est pas du tout la même chose. Non, non. Donc, ce n'est pas vraiment un cessez-le-feu immédiat, mais ça a été adopté. Mais ma question est, comment vont-ils l'appliquer? Eh bien non. Je veux dire, c'est ça. Le mot-clé dans la résolution du Conseil de sécurité, que vous trouvez dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité de ce type, est que le tout dernier paragraphe, si vous le lisez, dit que le Conseil de sécurité reste saisi de la question. C'est une expression juridique. Cela signifie qu'il continue d'avoir l'autorité pour décider quoi faire ensuite si les termes de la résolution ne sont pas remplis. Maintenant, malgré cet important affaiblissement du libellé, sur lequel vous avez absolument raison, je pense toujours que c'était une étape importante parce que c'est une demande. Je veux dire, la résolution dit que le Conseil de sécurité exige un cessez-le-feu. Donc ce n'est pas encore un ordre, mais c'est juste un pas en dessous d'un ordre. Cela ne dit pas qu'il n'appelle pas à un cessez-le-feu, ce qui aurait été juste des mots. Cela n'ordonne pas un cessez-le-feu, ce qui aurait été obligatoire, mais cela le demande, ce qui le rend presque obligatoire. Cela laisse la porte ouverte pour que le Conseil de sécurité prenne d'autres mesures si les partis ne font pas ce que le Conseil de sécurité dit. Et la résolution est un document juridique international. Je veux dire, elle fait maintenant partie de la toile du droit international. Les États-Unis ne voulaient pas en arriver là, mais pour le dire franchement, ils ont été dépassés diplomatiquement. Ils ont été dépassés diplomatiquement par les États arabes et musulmans. Ils ont également été dépassés diplomatiquement par les États du BRIC parce qu'ils ont essayé de mettre leur propre résolution avant celle-ci. Ils pensaient que cela passerait, mais la Chine et la Russie l'ont mis leur veto. Et ils ne pouvaient pas vraiment dire qu'il n'y avait pas de situation. Le monde est trop en colère pour qu'ils continuent à mettre leur veto sur les résolutions. Donc ils ont dû laisser passer cette résolution. Mais comment est-elle appliquée? La manière dont elle est appliquée, en théorie, est que si elle n'est pas respectée, il y a une autre réunion du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité publie alors une résolution plus forte qui dit que cette fois, c'est un ordre. Et si cet ordre n'est pas respecté, le Conseil de sécurité avancera pour prendre des mesures en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui inclut des sanctions ou même une action militaire. Il n'y a aucun moyen concevable que
que les États-Unis permettent jamais qu'une résolution comme celle-là passe contre Israël. Donc, à ce moment-là, nous nous arrêterons à nouveau au Conseil de sécurité. Mais étant donné que nous avons maintenant une résolution du Conseil de sécurité qui fait partie du droit international et qui est mise sous veto, la pression sur les États-Unis ne va faire qu'augmenter. Et il reste toujours l'option nucléaire pour la Chine. La Russie et les autres États d'aller à l'Assemblée générale des Nations unies et de demander une résolution pour faire appliquer cette résolution du Conseil de sécurité selon ce qui est appelé la procédure d'Uniting for Peace, par laquelle l'Assemblée générale s'attribue les pouvoirs du Conseil de sécurité, puis ordonne des sanctions sous le chapitre 7. Donc il existe des mécanismes pour faire appliquer cela, mais ils sont très compliqués. Et bien sûr, sans les États-Unis, tout devient très problématique. Ouais, donc maintenant c'est significatif que même si les États-Unis n'ont pas vraiment, voté pour, le fait qu'ils se soient abstenus et laissés passer est toujours significatif. Cela se rapproche d'une autre direction que Israël n'aime pas. C'est pourquoi, je suppose, Israël est très en colère à ce sujet. Israël voulait que les États-Unis y opposent leur veto. D'accord, ouais. Mais oh, absolument, ouais. Mais même Trump dit que, Netanyahou préfère vraiment Trump, je pense, à Biden. Il aime vraiment Trump. Mais même Trump dit qu'Israël doit terminer la guerre de Gaza et vous perdez beaucoup de soutien mondial, etc. Et le Canada a maintenant arrêté, du moins a voté pour arrêter, de fournir des armes à Israël. Donc toutes ces pressions qui s'accumulent, mais je ne vois toujours pas Israël s'arrêter. Israël a dit qu'ils allaient juste le faire tout seul s'ils le devaient. Donc, on ne va pas le faire, n'est-ce pas? Et les États-Unis ne cesseront pas de fournir des armes. Est-ce exact? Je pense que c'est exact. Ce qui se passe, c'est qu'Israël est en déclin et entraîne les États-Unis avec lui. Quand je dis qu'il les entraîne vers le bas, je ne veux pas dire vers l'annihilation ou l'extinction ou quoi que ce soit de ce genre. Je veux dire qu'ils deviennent de plus en plus isolés et qu'ils constatent que leur situation au Moyen-Orient devient plus difficile. Et je pense que vous avez tout à fait raison. Je ne pense pas que le gouvernement du Premier ministre Netanyahou va changer de cap. Je pense que même si le Premier ministre Netanyahou démissionne, celui qui lui succédera en Israël sera au moins aussi intransigeant que lui. Donc je pense que le résultat de tout cela est que nous allons obtenir plus de la même chose de la part d'Israël, juste comme vous le dites. Mais cela va de plus en plus enflammer les États arabes. Cela va de plus en plus enflammer l'opinion mondiale. Ils verront que l'autorité du Conseil de sécurité est bafouée. Les alliés européens des États-Unis ont voté pour cette résolution. Même la Grande-Bretagne, qui, vous savez, s'est rangée aux côtés des États-Unis, s'est abstenue quand elle s'est abstenue, a fait beaucoup des mêmes commentaires. Eux aussi ont voté pour cette résolution à la fin. Et je pense que ce qui se passera après un certain point dans le temps, c'est que le processus par lequel Israël parvient à normaliser ses relations avec les États arabes au Moyen-Orient et d'autres pays musulmans commencera à s'inverser. À un moment donné, nous commencerons à voir des États arabes commencer à rompre les relations diplomatiques avec Israël, commençant ainsi à revenir à une politique de confrontation. Et nous verrons l'éloignement des États arabes des États-Unis s'accélérer lentement. En fait, pas lentement, mais s'accélérer rapidement. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Donc je pense que ce que les Américains vont essayer de faire, parce qu'il y a des gens à Washington qui sont assez intelligents pour comprendre cela, c'est qu'ils viendront plaider et supplier et dire à Netanyahou, « S'il te plaît, arrête, s'il te plaît, ralentis. » Lui, comme tu le dis à juste titre, ne prêtera aucune attention. L'administration elle-même n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit. Et donc ce processus ne va pas se dérouler.
À propos de la Chine, que pensez-vous de l'interdiction de TikTok? D'accord, la dernière nouvelle. Maintenant, ByteDance, la société mère de TikTok, a dit qu'ils ne vont pas vendre. La loi chinoise exige en fait que les entreprises possédant des données de consommateurs chinois et des technologies sensibles obtiennent l'approbation du gouvernement avant de vendre à quiconque. Donc la dernière fois, c'est ainsi qu'ils ont été arrêtés. Et maintenant, même le fondateur et les principaux actionnaires, je pense, ont tous déclaré qu'ils ne vont pas vendre. Donc, cela se dirige vers une interdiction parce qu'il me semble que ça va passer au Sénat et Biden a dit qu'il allait le signer. Alors, que pensez-vous de cela? Eh bien, je pense que c'est scandaleux. Qu'a exactement fait TikTok? Ce n'est que TikTok. Je veux dire, c'est une plateforme de médias sociaux. En ce qui concerne mon contact avec ma connaissance de cela, c'est que divers adolescents et personnes d'âge étudiant, qui sont des enfants d'amis à moi, l'utilisent pour poster des vidéos et faire ce genre de choses. Je veux dire, il y a toutes sortes de bêtises sur comment c'est utilisé pour espionner, pour de la propagande. Alors, il y a toutes choses de ce genre. En réalité, la seule véritable objection à TikTok, c'est que c'est chinois. The only real objection that there is to TikTok is that it's Chinese. That's the only one that there is. C'est le seul qui existe. L'Amérique contrôle toutes les principales plateformes de médias sociaux qui fonctionnent en Occident. Toutes. Google, Facebook, Twitter, elles sont toutes américaines. Ils ne veulent pas d'une plateforme de médias sociaux qui soit populaire en Occident et qui ne soit pas américaine. C'est donc pour cela qu'ils veulent l'arrêter. Et le fait qu'elle soit chinoise les rend encore plus déterminés à l'arrêter, parce qu'ils se disent, si les Chinois peuvent réussir ici, ils peuvent réussir dans d'autres choses. Je veux dire, il pourrait que le ciel nous aide en fait à créer des alternatives réussies à, disons, Facebook. Je ne dis pas qu'ils prévoient de faire cela, mais après tout, ils le font dans leur propre pays. Alors peut-être qu'ils vont prendre toute la technologie, qui est en fait, si nous sommes honnêtes, plus avancée que la nôtre. Et ils pourraient réellement commencer à faire cela en Occident. Nous ne pouvons pas permettre cela. C'est pourquoi ils vont interdire TikTok. Mais le fait de comprendre le raisonnement ne signifie pas que vous devez accepter le raisonnement. C'est une chose terrible. C'est une chose absolument terrible. Exactement la même que l'attaque contre Huawei. Ça vient exactement du même groupe de personnes. Et puis-je dire quelque chose? Je veux dire, pour une personne de mon âge, c'est un tel renversement de situation. Je veux dire, j'ai vécu des années de propagande. Vous savez, nous protégeons la propriété privée. Les droits de propriété privée sont sacrés dans notre monde. Ce sont les mauvais communistes là-bas. Ce sont les gens qui saisissent les propriétés et font toutes ces sortes de choses. Et je veux dire, vous savez, il y a eu un commentaire, je pense, fait par le Premier ministre de Hongrie ou l'ancien ministre de Hongrie. Et il a dit que les Américains se comportent comme les communistes sont supposés le faire. Ce qui est exactement juste. Je veux dire, je ne dis pas que les communistes d'aujourd'hui font cela. Ils ne le font pas. Mais les États-Unis, ils semblent le font. Je veux dire, ils n'ont pas été capables de faire un cas cohérent contre TikTok. Il n'y a pas de cas à faire contre TikTok. Alors néanmoins, ils vont de l'avant et vont le saisir. Et remarquez qu'il y a un soutien bipartisan complet aux États-Unis pour le faire. Les républicains le veulent, les démocrates le veulent, l'administration le veut, Donald Trump le veut. Cela va se produire, et c'est terrible. Quel pays va perdre? Les États-Unis. Parce qu'ils vont avoir les mêmes entreprises de médias sociaux en déclin qu'ils ont toujours eues, avec leur technologie rétrograde, la technologie qui date des années 90, qui ne suit pas ce que vous obtenez en Chine, et en effet dans d'autres endroits aussi. Ils vont être coincés avec tout cela, et vous allez voir un état d'atrophie commencer à prendre forme. Ouais, et je veux juste clarifier les choses.
Il semble que beaucoup de gens ne comprennent pas que la Chine n'a jamais réellement interdit les entreprises de médias sociaux américaines. Facebook et Google ont choisi de quitter la Chine de leur propre chef. La Chine n'a jamais dit « vous devez partir » seulement après qu'ils ont refusé de suivre la loi chinoise. Vous savez, la Chine a des lois comme pour la recherche. Vous devez censurer les mots sensibles et des choses comme ça. Et puis, en ce qui concerne Facebook, c'était en fait pendant l'attaque terroriste de 2013 au Xinjiang que certains de ces groupes, le groupe terroriste, ont utilisé les groupes Facebook pour organiser des événements, y compris dire à leurs adeptes « D'accord, cette fois, ce jour-là, nous allons nous rencontrer quelque part à l'extérieur de la gare, porter cette arme, un couteau ou quoi que ce soit. » Ils ont ouvertement organisé des choses comme ça, et c'est à ce moment-là que le gouvernement chinois a dit « Vous savez, vous devez fermer tous ces groupes. » Et Facebook a dit « Non, nous croyons en la liberté d'expression, ce genre de choses. » Donc même aujourd'hui, Wang Wenbin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a en fait répété cela. Il a dit que la Chine accueille toute entreprise souhaitant venir en Chine pour faire des affaires. Nous sommes toujours ouverts aux affaires, mais vous devez suivre la loi chinoise. C'est donc ça la chose, alors que TikTok n'a jamais violé aucune loi américaine. C'est là la grande différence. C'est exactement la différence. C'est la différence clé. Chaque entreprise doit se conformer à la loi du pays dans lequel elle opère. Il n'y a eu aucun cas porté contre TikTok aux États-Unis. Absolument aucun. Je ne suis au courant d'aucun grand jugement rendu contre TikTok. Mais bien sûr, vous touchez un point important parce que les États-Unis considèrent leurs entreprises de médias sociaux comme des instruments de leur politique étrangère. Donc en effet, c'est vraiment pourquoi quand ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas opérer en Chine de la manière que les États-Unis le voulaient, ils les ont retirés. Mais vous avez tout à fait raison. C'était leur décision. Ouais, et ils pensent aussi, ouais, je pense que parce que les entreprises de médias sociaux comme Facebook ont le soutien du gouvernement américain, ils se sentent comme s'ils pouvaient faire tout ce qu'ils veulent. Alors, quand le gouvernement chinois a dit « Non, vous ne pouvez pas faire ceci et cela ici dans notre pays », ils ont été choqués. Ils étaient comme « Quoi? Nous ne pouvons pas faire ça. » Eh bien, alors nous partirons. Et ils ont réellement cru, je pense que Zuckerberg croyait vraiment que la Chine reculerait et les inviterait à revenir. Je pense réellement qu'il croyait cela. Mais la Chine a juste dit « OK, si vous voulez partir, partez. » Je veux dire, quel est le grand problème? Je pense que maintenant, Google revient silencieusement en Chine avec certaines de leurs entreprises. Lors du retrait initial de la Chine, pas seulement le retrait du moteur de recherche, je pense qu'ils ont retiré d'autres choses aussi. Mais ensuite, ils ont tranquillement commencé à réintroduire quelque chose en Chine. C'est ce qu'ils ont fait. Dans les deux cas, ils croyaient vraiment que la Chine céderait devant eux. Je pense que c'est ça aussi, l'arrogance. Tu ne penses pas? Vous avez absolument raison à ce sujet. Et encore, c'est étonnant qu'ils pensent cela. D'ailleurs, je peux vous parler d'une autre personne, car je suis l'histoire de très près. Rupert Murdoch voulait établir une présence médiatique en Chine. Il a fait de nombreux pas pour essayer d'établir une présence médiatique en Chine, mais n'a pas réussi. Il était étonné quand les Chinois ont dit « Eh bien, vous savez, c'est très bien. Nous sommes très heureux de vous avoir ici, mais vous devez vous conformer à nos lois. » Il leur a dit « Changez vos lois, parce que c'est ce que je veux que vous fassiez. » Et c'est ce à quoi il est habitué, ayant vu cela fait en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Australie, où que ce soit. Les Chinois ont dit non. Et apparemment, ils ne pouvaient pas le croire. Et je veux dire, je sais cela. Je connais des gens qui étaient là quand ça s'est passé en Grande-Bretagne, et il était apparemment furieux à ce sujet. Et je suis sûr que Zuckerberg était pareil et tous les autres. Je veux dire,
Ils sont habitués, vous savez, à voir tout le monde trembler sur leurs genoux, s'incliner en leur présence. Et vous savez, se heurter à la Chine, c'est toujours un choc, je suppose. Ouais. D'accord, je veux vous demander à propos de la décision concernant Julian Assange. La Cour britannique a dit que l'extradition de Julian Assange devrait être mise en pause jusqu'à ce que les États-Unis garantissent qu'il n'y aura pas de peine de mort. Je veux dire, comment pouvez-vous vraiment garantir cela? Une fois que vous l'avez envoyé aux États-Unis, les États-Unis feront ce que les États-Unis font, n'est-ce pas? Alors, est-ce une sorte de tactique de retardement? Ils ne le laissent pas sortir, bien sûr, pendant le temps où il a fait appel ou quelque chose comme ça. Ils attendent quelque chose, ils continuent de le maintenir en prison. Entre-temps, ils disent « D'accord, nous attendons une garantie ». Est-ce que c'est ça, une tactique de retardement? Il n'y a rien de bon dans cette décision, à mon avis. Je sais que certaines personnes sont très contentes, mais je ne vois rien de bon. Parce que je pense que vous avez mis le doigt sur le problème. La Haute Cour a dit qu'il avait un argument valable pour faire appel. Donc c'est ce qu'ils ont dit. Mais au lieu de programmer un véritable appel, ce qu'ils disent à la place, c'est « Regardez, nous programmerons un véritable appel, mais seulement si les Américains ne reviennent pas et nous donnent des assurances sur ces problèmes. » Ce qui, en effet, invite les Américains à venir avec des assurances. Et les tribunaux accepteront ces assurances, quelles qu'elles soient, et diront que Julian Assange ne devrait donc pas, par conséquent, continuer avec son appel. Et bien sûr, s'ils prennent cette décision, alors l'affaire se termine. Vous voyez, s'ils lui permettent de faire appel, et qu'il perd cet appel, il a le droit de faire un nouvel appel devant la Cour suprême britannique. Donc, une autre année de litige. Mais s'il lui refuse l'autorisation de faire appel, alors l'affaire se termine. Il ne peut pas poursuivre d'autres droits d'appel, pas au Royaume-Uni. C'est donc ce qu'ils font, il me semble. Ils comprennent qu'il a une affaire solide. Je veux dire, en fait, les preuves sont accablantes qu'il avait une très forte affaire. Le juge qui a dit qu'il devrait être extradé s'est trompé. Ils ne peuvent pas vraiment contester cela, mais ils essayent de trouver des moyens de contourner pour ne pas lui donner d'appel. Donc ils inventent ce stratagème disant au gouvernement américain, vous savez, fournissez des assurances. Je n'ai jamais rien vu de tel d'ailleurs. Vous savez, demandez au gouvernement américain de fournir des assurances. Demandez à n'importe quel parti de fournir des assurances. Et si nous parlons de la peine de mort, la loi britannique ici est sans équivoque. La Grande-Bretagne n'extradie pas vers des pays où il existe même le plus petit risque que la peine de mort puisse être appliquée. La Haute Cour a maintenant accepté qu'il existe un risque, aussi petit soit-il, que s'il est extradé vers les États-Unis, la peine de mort puisse être appliquée. Étant donné que c'est le cas, la bonne chose à faire aurait été de lui accorder d'abord le droit de faire appel, de lui accorder son appel et de refuser l'extradition. Au lieu de cela, il demande ce qui ne peut être qu'une promesse des États-Unis, qu'ils ne feront pas cela. Et cette promesse, comme vous le dites à juste titre, est inapplicable. Donc je pense que c'est terrible en fait. En attendant, il est toujours là, n'est-ce pas? Il est toujours en prison. Ils ne laissent pas sortir sous caution ou quoi que ce soit. Ils ne font pas ça. Je pense que c'est tellement inhumain et tellement déraisonnable. Au lieu de cela, cela a causé énormément de dommages à la réputation internationale de la Grande-Bretagne. Je sais que les avocats britanniques, lorsqu'ils se rendent à des conférences internationales, et encore plus les juges britanniques, sont constamment critiqués par leurs collègues lors de ces conférences pour le traitement de cette affaire. Mais les autorités britanniques et la Haute Cour semblent déterminées à continuer.
Et voici quelque chose de paradoxal également, car nous en avons parlé. De nombreux Britanniques, en particulier, je suppose, dans le cercle des élites, aiment toujours le concept d'empire, l'empire britannique. Ce rêve est toujours là. Mais ils se comportent comme des subordonnés, n'est-ce pas? Dans ce cas, si vous êtes un empire, même si vous êtes juste un pays normal, vous devriez avoir une indépendance judiciaire, n'est-ce pas? Mais dans ce cas, il n'y a pas d'indépendance judiciaire. Exact. Alors, comment pouvez-vous, d'une part, vouloir être un empire et de l'autre côté, ne même pas avoir d'indépendance judiciaire? Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Et puis je juste dire, dans l'unique endroit où il restait quelques vestiges de, je ne l'appelle pas l'empire, mais d'importance, c'était dans le système judiciaire. Parce que l'Angleterre est le pays fondateur du droit commun, le droit commun d'Angleterre. C'est le droit de base appliqué dans la plupart des États-Unis, l'Australie, le Canada, tout type d'endroit. Et le tribunal qui l'interprète principalement et dont les avis sont les plus largement suivis, pas juste en Grande-Bretagne mais autour du monde, est la Haute Cour d'Angleterre. Et vous savez, on aurait donc pensé que vous voudriez en rehausser le prestige et protéger son indépendance. Mais bien sûr, ils ne font pas cela. Ils font exactement le contraire. Et je pense que c'est vraiment une mauvaise image pour eux. Et d'ailleurs, même en faisant cela, même en subordonnant leur système juridique aux États-Unis et en enfermant des gens à Belmarsh parce qu'ils ont publié des articles critiques envers les États-Unis, de certaines manières, même en faisant cela, ils critiquent d'autres pays. Ils ont récemment critiqué Hong Kong et ont dit que le système de Hong Kong est maintenant complètement subordonné à celui de la Chine, ignorant le fait que Hong Kong fait réellement partie de la Chine. Voilà. Au moins, c'est là que se trouve Hong Kong. La Grande-Bretagne est nominalement indépendante des États-Unis, mais il s'avère que ces tribunaux ne le sont pas. Je pensais que les gens dans le pouvoir judiciaire seraient très en colère face au fait que le système judiciaire n'est pas si indépendant. Je pense que c'est extrêmement important, n'est-ce pas? Le pouvoir judiciaire devrait être très indépendant, même du gouvernement britannique. C'est l'idée de la justice équitable, n'est-ce pas? Eh bien, absolument. Gardez à l'esprit, je veux dire, j'ai travaillé pendant 30 ans en tant qu'avocat à Londres et pendant 12 ans en tant que personne qui travaillait à l'intérieur des hautes cours. Je connaissais assez bien quelques-uns des juges. Je ne peux pas commencer à vous dire à quel point je suis bouleversé et démoralisé par cela. Il fut un temps, j'aurais dit que toute cette chose était impossible. Ça ne pouvait pas arriver ici. Et ça se passe ici. Et vous savez, ça me choque profondément. Cela a changé toute ma compréhension du monde. Je veux dire, c'est si important, et de ce qui se passe au Royaume-Uni lui-même. Question rapide. Que pensez-vous de la colistière de RFK Jr., Nicole Shanahan? Je dois dire que cette candidate ne m'impressionne pas. Je pensais qu'il choisirait Tulsi Gabbard, vous savez, quelqu'un dont les positions me semblent un peu plus claires. Je comprends qu'il veuille choisir une femme plus jeune, etc., mais Tulsi est plus jeune et aussi militaire. Alors, quel est votre avis sur cela? Eh bien, j'ai exactement le même sentiment à ce sujet que vous. Je veux dire, je pense que d'une manière ou d'une autre, RFK a fait une erreur après l'autre. Je pense qu'il a quitté le Parti démocrate trop tôt. Je pense qu'il aurait au moins dû participer à certaines primaires avant de partir. J'accepte que probablement à la fin, il se serait retrouvé indépendant, mais je pense qu'il est parti prématurément. Je pense qu'il s'est fait énormément de mal politique en prenant une position aussi fortement pro-israélienne. Et maintenant, il a encore plus, je pense, discrédité sa campagne
en choisissant quelqu'un qui franchement n'a pas une grande notoriété et aucune personnalité marquante. Donc je pense qu'il est peu probable maintenant que cela se transforme en un véritable défi. Je suis sincèrement désolé pour cela. J'ai eu une rencontre avec lui. En tant que personne, il m'a plutôt plu. Mais je dois dire que je ne pense pas qu'il possède l'habileté politique et la ruthlessness qui est unique en politique que son père et son oncle avaient. C'est aussi ce que je ressens. Je pense qu'il a fait une énorme erreur. Le soutien inconditionnel de son père pour Israël, tu sais. Il devrait mieux savoir. Il devrait connaître les personnes qui sont pro-palestiniennes, qui sont vraiment en colère à cause de toute la situation à Gaza. Ce sont ces personnes qui le soutiennent. Tu sais, beaucoup d'entre elles, le noyau, beaucoup des mêmes personnes sont ses partisans, mais il en a fâché beaucoup. Exactement. Ouais, à partir de là, j'ai commencé à douter un peu de sa sagesse. Genre, est-ce qu'il comprend vraiment cela? Pourquoi fait-il quelque chose d'aussi préjudiciable à sa propre campagne? Donc, je suis d'accord. Et à part l'argent, je suppose que l'idée entière est parce qu'elle est très riche. C'est ce qu'elle apporte au ticket, je suppose. Ouais, eh bien je suppose que oui. Mais je veux dire, encore une fois, est-ce vraiment l'image qu'un candidat insurgé veut projeter? Je veux dire, une personne très riche. Je veux dire, si c'est l'avantage, j'aurais pensé que ce n'était pas vraiment un avantage du tout. Je dis ça comme ça. D'accord, quelque chose de léger. Le Daily Mail, je suis sûre que vous l'avez lu, a accusé la Chine, la Russie et l'Iran d'alimenter des théories du complot concernant Kate Middleton. Quel est votre avis sur cela? What conspiracies? Quelle conspiration? Quelle conspiration possible? Tout, absolument tout ce qui a été dit sur cette affaire en Chine et en Russie. En réalité, les Russes n'ont presque rien dit, et en Chine, tout ce dont nous avons discuté s'est avéré être vrai. Nous disions la vérité et avons été traités de conspirationnistes. Je veux dire, nous avons tous les deux spéculé qu'elle était malade. Nous avons tous les deux spéculé qu'elle avait un cancer. Et effectivement, elle est malade et elle a un cancer. Je veux dire, en revenant à nos discussions précédentes, les autorités britanniques ont mal géré cette affaire. Elles auraient dû être beaucoup plus ouvertes sur sa véritable condition. Après tout, elle est la princesse de Galles, la personne qui est en ligne pour devenir notre prochaine reine. Ils ont pris la décision d'essayer de garder tout cela secret, ce qui est une idée absurde. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient faire en adoptant cette approche. Je ne peux qu'assumer qu'ils sont très, très nerveux à propos de l'état fragile de la monarchie britannique et du système politique en général. Ouais, je vais vous dire, c'est un peu comme une blague en Chine, croire que la Chine est celle qui propage des théories du complot. Je veux dire, le Daily Mail lui-même a fait l'objet de beaucoup de spéculations. Mais ce dont les gens discutent réellement, c'est un bon point. Le Daily Mail accuse les autres de propager des théories du complot, alors qu'eux-mêmes le font, vous savez, 5 fois par jour. Ouais, eh bien, beaucoup de gens ne savent même pas de quoi nous parlons. De quoi parlez-vous? Comme Kate Middleton. D'accord. Ce à quoi les gens font réellement attention ici, c'est ce que je veux partager avec vous. Maintenant, apparemment, William aurait eu une liaison avec Rose Hanbury. Ouais, donc il y a des photos d'elle. En fait, les gens parlent, si vous regardez l'arrière-plan, qu'il y a des artefacts chinois là, dans les photos qu'elle a postées sur ses réseaux sociaux. Donc vous voyez ici, et puis là, et puis voici la suivante. Vous voyez que derrière elle, ces artefacts sont chinois. Donc ce sont les choses, vous savez, celui-ci et celui-là. Et puis son mari, apparemment sa grand-mère vient de la famille Sassoon. Maintenant, la famille Sassoon est accusée d'avoir poussé à la guerre de l'opium, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments dont, en fait, les médias chinois parlent. C'est un très bon point. Ouais,
Ouais. Je pense qu'il devrait en parler. Il devrait pointer ces artefacts. Vous savez, d'où viennent-ils? I know all about the Sassoon. Je connais tout sur la famille Sassoon qui était célèbre en Grande-Bretagne. En fait, ils sont une légende ici. Et bien sûr, on parle toujours d'eux en termes héroïques. Cela surprend les gens en Chine. Gardez à l'esprit, je suis allé à l'Hôtel de la Paix à Shanghai, qui, comme vous le savez, appartenait à l'un d'entre eux, le célèbre Victor. Donc vous savez, je connais tout sur les Sassoon. Et vous savez, pour autant que je sache, vous avez tout à fait raison. C'est, disons, le fruit de leur interaction avec la Chine auparavant, que les Chinois ont de très bonnes raisons de se rappeler, et probablement pas de manière favorable, je dis juste. Mais oui, absolument. Je veux dire, c'est exactement correct. Les artefacts chinois, comment ont-ils été obtenus? Je pense que nous en avons déjà discuté. How were they obtained? I think we've discussed this before. I've said, British houses. J'ai dit, vous savez, Stuff. les maisons britanniques, les demeures seigneuriales sont remplies d'artefacts chinois. Beaucoup d'entre eux pris pendant les expéditions de 1860 et 1900. Je veux dire, du butin de guerre absolu, donc c'est partout ici. Et je comprends cela parce que j'ai réellement cherché à en savoir plus après l'une de nos discussions. Mais apparemment, les Britanniques soutenaient fortement Yuan Shikai, par exemple, et pendant cette période également. Je veux dire, ils dirigeaient essentiellement Yuan Shikai, et ils ont pris beaucoup de choses en Chine à cette époque. L'influence britannique en Chine était à son apogée dans les années 20, avant que les Américains ne commencent réellement à les pousser discrètement dehors. Et encore, je veux dire, ce pillage de la Chine a alors continué. Et je suis sûr que les Sassoon étaient profondément impliqués dans tout cela. Profoundly implicated in all of this. Ouais, quand j'ai vu ces photos, j'ai immédiatement pensé à ce que tu m'avais dit, que beaucoup de familles royales ou de haute classe britanniques possèdent plein de ces choses. Et c'est là que j'ai réfléchi. Mais est-ce vrai que la famille Sassoon, ce sont eux qui ont mené le commerce de l'opium? Et puis une fois l'opium interdit en Chine, ils ont poussé le gouvernement britannique à déclencher la guerre de l'opium. C'est ça? Oh yeah, absolutely. I mean, lots of Oh oui, absolument. that are involved in all kinds of. Je veux dire, vous savez, beaucoup d'entreprises britanniques qui étaient impliquées dans toutes sortes de, vous savez, entreprises bien connues ici en Grande-Bretagne, étaient impliquées dans tout cela. Je veux dire, ce n'est pas controversé, n'est-ce pas? J'essaie juste de me rappeler, il y a une entreprise très célèbre, mais le nom m'échappe, qui est, vous savez, bien établie et célèbre en Grande-Bretagne. Et si vous regardez dans son passé, elle était fortement impliquée dans les guerres de l'opium. Les profits de ces guerres représentent encore une très grande partie de la richesse de l'élite. Et en fait, on peut dire la même chose pour certaines familles américaines, ce que je ne savais pas auparavant, parce que même lorsque j'étais en Chine et que j'apprenais sur la guerre de l'opium, ils parlaient principalement du rôle des Britanniques, n'est-ce pas? Mais en réalité, il y a beaucoup d'Américains dont les fortunes familiales ont également commencé avec la guerre de l'opium, y compris FDR, n'est-ce pas? Le grand-père de FDR, du côté de sa mère, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'il a fortune. C'est absolument vrai. Puis-je juste dire, bien sûr, qu'il n'y a jamais eu de véritable comptabilité à ce sujet. Et je dirais une chose à propos des Américains. Donc ça n'est en aucun cas pour excuser ce qu'ils ont fait. Mais au moins en Amérique, je ressens un plus grand sens de l'engagement et de l'ouverture et un réel intérêt pour la Chine que vous n'avez jamais eu en Grande-Bretagne. Ainsi, les Britanniques y sont allés, ils ont pillé l'endroit, ils ont obtenu tous ces artefacts, mais ils n'ont jamais pris la Chine comme un pays, une nation et une culture particulièrement au sérieux, tandis que les Américains l'ont fait. Et un exemple est que les Américains étaient beaucoup plus intéressés par l'art chinois et la musique chinoise. Et je m'intéressais beaucoup à l'art chinois. Presque tous les livres que j'ai à ce sujet qui sont en anglais, à part quelques-uns qui sont chinois et traduits en anglais,
Mais tous les autres sont américains. Overhu Tateras ou Bretagne. All of the others are American. Whereas you don't find that in Britain so much. Oh d'accord, c'est intéressant. The British, it's very interesting because the British tend to C'est très intéressant parce que les Britanniques ont tendance à se concentrer sur des objets et des objets chinois qui sont différents. Ils s'intéressent beaucoup à la laque, par exemple. Ainsi, vous trouvez, comme vous l'avez vu dans ces images, ces écrans de laque, par exemple, qui ne sont pas des artefacts importants. Mais ce ne sont pas les choses auxquelles je pense que les Chinois accorderaient la plus grande valeur. Mais les Britanniques les ont pris parce qu'ils semblent riches et attrayants. Ils ont donc également pris beaucoup de vêtements, par exemple. Ils sont entrés dans les palais et ont pris toutes les robes que les officiels avaient. Et il était apparemment à la mode, à un moment, d'avoir ces peignoirs, ce que je trouve très étrange, car je ne peux pas imaginer qu'ils étaient très confortables. Les gens avaient l'habitude de les porter à l'intérieur. very strange because I can't imagine they were very popular, but people used to wear them indoors. Eh bien, c'est drôle, c'est intéressant. Oui, il reste encore, je veux dire, même si je pensais avoir beaucoup lu, beaucoup à apprendre sur la guerre de l'opium, je pense. Oui, il y a encore tant de parties intéressantes, parce que, d'après ce que je comprends, même en Grande-Bretagne, vendre de l'opium était, à l'époque, controversé. Et c'est en partie pour cette raison que la famille royale britannique a décidé de ne pas permettre à une entreprise privée de le faire, mais ils ont créé la Compagnie britannique des Indes orientales. Oui, la Compagnie britannique des Indes orientales. C'est ce qu'ils ont fait. C'est une entreprise d'État britannique, n'est-ce pas? Pas une entreprise privée. Set up by Royal Charter, by Act of Parliament. Il est établi par charte royale, par un acte du Parlement, en fait. Mais vous avez tout à fait raison. La vente d'opium était extrêmement controversée. Et les guerres de l'opium étaient très controversées en Grande-Bretagne. Mais les personnes qui ont protesté et s'y sont opposées étaient majoritairement des gens de la classe ouvrière, beaucoup d'entre eux issus de familles fortement religieuses ou de familles proto-socialistes. Pervterzine qui ont milité pour l'abolition de l'esclavage, so that Portorians, ils disaient qu'ils them. In other words, they were from outside the establishment. Ouais. Et cela a donné aux individus américains l'opportunité, alors ils y sont allés de manière privée, comme le grand-père de FDR, Warren Delano, ouais, du côté de sa mère. Donc, lui, parmi d'autres, est allé là-bas pour faire ça. Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne savais pas ça jusqu'à plus tard. J'ai lu quelques livres à ce sujet, donc c'est très intéressant. Ouais, mais ça vous donne une idée. C'est de cela que la vraie discussion était. Une fois qu'ils ont commencé à parler de Kate Middleton, à propos, vous savez, de William ayant une liaison, d'accord, alors tout le monde a prêté attention au fond. Vous savez, tous ces artefacts, au lieu de parler de où se trouve Kate Middleton. Well, it's understandable. Eh bien, c'est compréhensible, parce que ce que vous voyez là, c'est l'histoire du peuple chinois. Et bien sûr, vous avez, comme je l'ai dit, toutes ces maisons remplies d'art chinois et une classe politique qui est antagoniste envers la Chine, dont elle a approprié les trésors culturels. Et vous savez, il y a une citation célèbre, parfois attribuée à l'écrivain russe Dostoïevski, qui est que nous haïssons ceux que nous avons lésés. Et je pense qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans. Beaucoup des problèmes que les Américains et les Britanniques ont avec la Chine viennent du fait qu'ils sont très mal à l'aise. Au fond, ils savent à quel point leurs interactions passées étaient mauvaises. Ouais, je dis juste qu'ils devraient discuter de cela au lieu de blâmer la Chine pour la propagation de théories du complot, et la Chine, la Russie et l'Iran, ils blâment ces trois pays. Je trouve ça juste drôle. C'est drôle. Je veux dire, l'idée que les gens en Chine soient vraiment préoccupés par Kate Middleton est ridicule. L'idée que quiconque dans le monde en dehors de la Grande-Bretagne se soucie de Kate Middleton est en fait hilarante.
D'accord, je vais vous laisser partir. Merci beaucoup. C'était vraiment agréable de parler avec vous. Really so enjoyable Before talking you to you. do, Yeah. before you do, I mean, Avant de le faire, je veux dire, il y avait un article extraordinairement important dans le Financial Times aujourd'hui. Et son titre, c'est le Financial Times. Le plan de fabrication de scie sera-t-il suffisant pour sauver l'économie chinoise? Je venais juste de lire cela juste avant que nous commencions ce programme. Sauver l'économie chinoise. De quoi parle-t-il? Parfois, je pense vivre sur une planète complètement différente. Elle croît de 5% par an. De quel sauvetage a-t-elle besoin? Oui, je veux dire, nous sommes en récession, la productivité ici est en baisse, les niveaux de vie baissent, et c'est les Chinois qui ont besoin d'être sauvés. Je veux dire, ça vous montre comment, comme je l'ai dit, notre compréhension des choses en Occident, en Grande-Bretagne, est devenue inversée et tordue. Oui. Pensez-vous d'ailleurs que la Grande-Bretagne va suivre l'interdiction de TikTok? Je veux dire, l'Australie a dit qu'elle ne suivrait pas cela, mais pensez-vous que la Grande-Bretagne le ferait? Le Canada le ferait? C'est une très bonne question. Beaucoup de jeunes Britanniques utilisent TikTok. Cela ne leur plaira pas du tout. Et je pense qu'en année électorale, ils ne le feront pas, pour être honnête. D'accord? Et je pense que le Parti travailliste s'y opposera précisément parce que beaucoup de jeunes qu'ils veulent voir voter travaillistes seraient en colère. Ce qui se passera après, je ne sais pas. Généralement, je suis désolé de le dire. Les Britanniques finissent par faire ce que les Américains leur disent. Je veux dire, c'est dégradant et ridicule, mais très laid. Je pense que ce que je ne comprends pas, comme vous l'avez dit, c'est que c'est une année électorale et sur TikTok, il y a 5 ou 6 millions de petites entreprises qui utilisent TikTok d'une manière ou d'une autre pour les aider. Pourquoi ferait-il quelque chose comme ça pour contrarier ces gens? Je ne comprends tout simplement pas, c'est ridicule. Ils essayent de nuire à la Chine, mais ils blessent en réalité de vrais Américains. Tout à fait, absolument. Mais c'est l'histoire de ce que les Américains et les Européens ont fait. Je veux dire, ils ont lancé une énorme guerre de sanctions qui s'est retournée contre eux de manière catastrophique. Ils parlent de plus de sanctions. Je veux dire, ils ont une guerre de sanctions contre la Russie qui a terriblement mal tourné. Et maintenant, ils commencent cette pression sur la Chine. Vous savez, la Chine va absorber cela. Je n'en doute pas d'ailleurs. Ce que l'Occident fera s'il mène cela à terme est tout simplement impensable. Je veux dire, ce que cela fera à l'Occident, je ne peux pas l'imaginer. Et je connais des entreprises en Grande-Bretagne et en France encore plus qui ont été détruites par les sanctions. L'économie de l'Allemagne est en sérieuse difficulté et l'un des principaux moteurs de croissance était son commerce avec la Chine. Il est difficile de comprendre du tout ce que ces gens pensent et ce qu'ils font. Mais vous savez, eh bien, c'est l'économie chinoise qui a besoin d'être sauvée. Je vais lire cet article. D'accord, merci.